Bonjour et bienvenue sur les mystères de l'imaginaire. Je suis ravie de vous retrouver pour la suite de Un autre monde de J.H. Rowling. Chapitre 2. Le monde autrement coloré, autrement transparent et opaque, la faculté de voir à travers les nuages, d'apercevoir les étoiles par les nuits les plus couvertes, de discerner à travers une cloison de bois ce qui se passe dans une chambre voisine ou à l'extérieur d'une habitation, qu'est tout cela auprès de la perception de monde vivant, de monde d'êtres animés se mouvant à côté et autour de l'homme sans que l'homme en ait conscience, sans qu'il en soit averti par aucune espèce de contact immédiat. Qu'est tout cela auprès de la révélation qu'il existe sur cette terre une autre faune que notre faune, et une faune sans ressemblance ni de forme, ni d'organisation, ni de mœurs, ni de mode de croissance, de naissance et de mort avec la nôtre, une faune qui vit à côté de la nôtre et à travers la nôtre, influence les éléments qui nous entourent et est influencée, vivifiée par ces éléments sans que nous ne soupçonnions sa présence. Une faune qui, je l'ai démontré, nous ignore comme nous l'ignorons, et à l'insu de laquelle nous évoluons comme elle évolue à l'insu de nous. Un monde vivant, aussi varié que le nôtre, aussi puissant que le nôtre, et peut-être davantage, en ses effets sur la face de la planète. Un règne enfin, se mouvant sur les eaux, dans l'atmosphère, sur le sol, modifiant ces eaux, cette atmosphère et ce sol, tout autrement que nous, mais avec une énergie assurément formidable, et par là agissant indirectement sur nous et nos destinées, comme nous agissons indirectement sur lui et ses destinées. Voilà pourtant ce que j'ai vu, ce que je vois seul parmi les hommes et les bêtes. Voilà ce que j'étudie ardemment depuis 5 ans, après avoir passé mon enfance et mon adolescence à le constater seulement. Chapitre 3. À le constater? Du plus loin que je me souvienne, j'ai d'instinct subi la séduction de cette création étrangère à la nôtre. D'abord, je la confondis avec les autres choses vivantes, m'apercevant que personne ne se troublait de sa présence, que tous au contraire y paraissaient indifférents. Je n'éprouvais guère le besoin de signaler ses particularités. À 6 ans, je connaissais parfaitement sa différence avec les plantes des champs, les bêtes de la basse-cour et de l'étable, mais je la confondais un peu avec des phénomènes inertes, comme les feux de la lumière, la course des eaux et des nuages. C'est qu'en effet, ces êtres étaient intangibles. Quand ils m'atteignaient, je ne ressentais aucun effet de leur contact. Leur forme, d'ailleurs très variée, avait cependant cette singularité d'être si minces, dans une de leurs 3 dimensions, qu'on pourrait les comparer à des figures dessinées, à des surfaces, des lignes géométriques qui se déplaceraient. Ils traversaient parfaitement tous les corps organiques. En revanche, ils semblaient arrêtés parfois, enchevêtrés dans des obstacles invisibles. Mais je les décrirai plus tard. Actuellement, je ne veux que les signaler, affirmer leur variété de contours et de lignes, leur quasi-absence d'épaisseur, leur impalpabilité, combinée avec l'autonomie de leurs mouvements. Vers 8 ans seulement, je me rendis parfaitement compte qu'ils étaient distincts des phénomènes atmosphériques, autant que des animaux de notre règne. Dans le ravissement que me causa cette découverte, j'essayai de l'exprimer. Jamais je ne pus y parvenir. Outre que ma parole était presque tout à fait incompréhensible, comme je l'ai dit, l'extraordinaire de ma vision la rendait suspecte. Personne ne s'arrêta à démêler mes gestes et mes phrases, pas plus qu'on ne s'était avisé d'admettre que je visse à travers les cloisons de bois, quoique j'en eusse donné maintes fois des preuves. Il y avait entre moi et les autres une barrière presque insurmontable. Je tombai dans le découragement et la rêverie. Je devins une façon de petit solitaire. Je provoquais du malaise, et j'en ressentais dans la compagnie des enfants de mon âge. Je n'étais pas exactement une victime, car ma vitesse me mettait hors de la portée des malices enfantines, et me donnait le moyen de me venger avec facilité. À la moindre menace, j'étais à distance, je narguais la poursuite. Quel que fût leur nombre, jamais les gamins ne parvinrent à me cerner, encore moins à me forcer. Il ne fallait même pas essayer de me saisir à l'improviste. Si faible que je fusse à porter des fardeaux, mon élan me dégageait aussitôt. Je pouvais revenir à l'improviste, accabler l'adversaire, voire les adversaires, par des coups prompts et sûrs.
On me laissa donc tranquille. On me tenait à la fois pour innocent et un peu sorcier, mais d'une sorcellerie peu redoutable, qu'on méprisait. Je me fis par degrés une vie en dehors, farouche, méditative, non tout à fait dénuée de douceur. La seule tendresse de ma mère m'humanisait, bien que, trop occupée tout le jour, elle ne trouvât guère de temps pour les caresses. Extrait du chapitre 4. Sur la terre brune, voici quelques formes épandues. Elles se meuvent, elles s'arrêtent, elles palpitent au ras du sol. Elles sont de plusieurs espèces, différentes par le contour, par le mouvement, surtout par la disposition, le dessin et les nuances des traits qui les traversent. Ces traits constituent en somme le principal de leur être, et tout enfant, je m'en aperçois très bien. Tandis que la masse de leur forme est terne, grisâtre, les lignes sont presque toujours étincelantes. Leurs nuances sont innombrables, leurs courbes infinies. Ces modigènes terrestres ne sont pas les seuls êtres intangibles. Il est une population aérienne d'une merveilleuse splendeur, d'une subtilité, d'une variété, d'un éclat incomparable, à côté de laquelle les plus beaux oiseaux sont ternes, lents et lourds. Le matin avance, il est près de 8 heures. L'école de Zwartendam va ouvrir. Je fais un bond jusqu'à la ferme, je prends mes livres, et me voici parmi mes semblables où nul ne devine les profonds mystères qui palpitent autour de lui. Je suis un bien pauvre écolier. Mon écriture n'est qu'un tracé hâtif, informe, illisible. Ma parole demeure incomprise, et ma distraction est manifeste. Continuellement, le maître s'écrie. « Karel Anderit, avez-vous bientôt fini de regarder voler les mouches ?» Hélas, mon cher maître, il est vrai que je regarde voler les mouches, mais combien plus encore mon âme accompagne-t-elle les vurènes mystérieux qui vont par la salle. Et quels étranges sentiments obsèdent mon âme enfantine à constater l'aveuglement de tous, et surtout le vôtre, grave pasteur d'intelligence. Chapitre 5. La période la plus pénible de ma vie, ce fut de 12 à 18 ans. D'abord, mes parents essayèrent de m'envoyer au collège. Je n'y connus que misères et déboires. Au prix de difficultés épuisantes, j'arrivais à exprimer d'une manière quasi compréhensible les choses les plus usuelles, ralentissant à grand effort mes syllabes. Je les jetais avec maladresse et avec des accents de sourd. Mais dès qu'il s'agissait de quelque chose compliqué, ma parole reprenait sa fatale vitesse. Plus personne n'arrivait à me suivre. Je ne pus donc pas faire constater mes progrès oralement. D'autre part, mon écriture était atroce. Mes lettres enjambaient l'une sur l'autre, et, dans mon impatience, j'oubliais des syllabes, des mots. C'était un galimatia monstrueux. D'ailleurs, l'écriture m'était un supplice, peut-être plus intolérable encore que la parole, d'une lourdeur, d'une lenteur asphyxiante. Si parfois, à force de peine et suant à grosses gouttes, j'arrivais à commencer un devoir, bientôt j'étais à bout d'énergie et de patience, je me sentais évanouir. Je préférais alors les remontrances des maîtres, les fureurs de mon père, les punitions, les privations, les mépris, à ce travail horrible. Ainsi, j'étais privé presque totalement de moyens d'expression, objet de ridicule déjà, par ma maigreur et ma teinte bizarre, par mes yeux étranges, je passais encore pour une manière d'idiot. Il fallut me retirer de l'école, se résigner à faire de moi un rustre. Le jour où mon père décida de renoncer à toute espérance, il me dit avec une douceur inaccoutumée. « Mon pauvre garçon, tu vois, j'ai fait mon devoir, tout mon devoir. Ne me reproche jamais ton sort. » J'étais violemment ému. Je pleurais à chaudes larmes. Jamais je ne ressentis avec plus d'amertume mon isolement au milieu des hommes. J'osai embrasser tendrement mon père en murmurant. Ce n'est pourtant pas vrai que je suis un imbécile. Et de fait, je me sentais supérieur à ceux qui avaient été mes condisciples. Depuis quelque temps, mon intelligence avait pris un remarquable développement. Je lisais, je comprenais, je devinais, et j'avais d'immenses éléments de méditation, en plus que les autres hommes dans cet univers visible pour moi seul. Mon père ne démêla pas mes paroles, mais il s'attendrit à ma caresse. « Pauvre garçon, dit-il. » Je le regardais. J'étais dans une détresse affreuse, sachant trop que jamais le vide ne serait comblé entre nous.
Ma mère, par intuition d'amour, voyait en ce moment que je n'étais pas inférieure aux autres garçons de mon âge. Elle me contemplait avec tendresse. Elle me disait de naïves douceurs venues du tréfonds de l'être. Je n'en étais pas moins condamnée à cesser mes études. À cause de ma faible force musculaire, on me confia le soin des ouailles et du bétail. Je vécus donc de 14 à 17 ans la vie solitaire des bergers. Elle me convenait mieux que tout autre. Livrée à l'observation et à la contemplation, et aussi à quelques lectures, mon cerveau ne cessa de s'accroître. Je comparais sans cesse la double création que j'avais devant les yeux. J'en tirais des idées sur la constitution de l'univers. J'esquissais vaguement des hypothèses et des systèmes. S'il est vrai que mes pensées n'eurent pas à cette époque une parfaite corrélation, ne formèrent pas une synthèse lucide, car c'étaient des pensées d'adolescents, incoordonnées, impatientes, enthousiastes, elles furent cependant originales et fécondes. Que leur valeur dépendit surtout de ma complexion unique, je me garderai bien de le nier, mais elles n'en recevaient pas toute leur force. Sans le moindre orgueil, je crois pouvoir dire qu'elles dépassaient, notablement, en subtilité comme en logique, celles des gens ordinaires. Seules elles apportèrent une consolation à ma triste vie de demi-paria, sans compagnon, sans communication réelle avec tous ceux de mon entourage, pas même avec mon adorable mère. À 17 ans, la vie me devint décidément insupportable. Je fus las de rêver, las de végéter dans une île déserte de pensées. Je tombais de langueur et d'ennui. Je demeurais de longues heures immobile, désintéressé du monde entier, inattentif à ce qui se passait dans ma famille. Que m'importait de connaître des choses plus merveilleuses que les autres hommes, puisque aussi bien ces connaissances devaient mourir avec moi. Que me faisait le mystère des vivants, et même la dualité de deux systèmes vitaux se traversant l'un l'autre sans se connaître. Ces choses auraient pu me griser, me remplir d'enthousiasme et d'ardeur, si j'avais sous quelque forme pu les enseigner ou les partager. Mais quoi? Vaines et stériles, absurdes et misérables, elles contribuaient plutôt à ma perpétuelle quarantaine psychique. Plusieurs fois je rêvais d'écrire, de fixer tout de même, au prix d'efforts continus, quelques-unes de mes observations. Mais depuis que j'étais sortie de l'école, j'avais abandonné complètement la plume. Et déjà si mauvais écrivailleur, c'est à peine si je savais tracer en m'appliquant les 26 lettres de l'alphabet. Si encore j'avais conçu quelque espérance, peut-être eussé-je persisté. Mais qui prendrait au sérieux mes misérables élucubrations? À quoi bon, dès lors, m'adonner à cette tâche vaine, à cet irritant supplice, presque semblable à ce que serait pour un homme ordinaire l'obligation de graver sa pensée sur des tables de marbre avec un gros ciseau et un marteau de cyclope? Mon écriture à moi aurait dû être sténographique, et encore d'une sténographie plus rapide que l'usuel. Je n'avais donc point le courage d'écrire, et cependant j'espérais fervement je ne sais quel inconnu, quelle destinée heureuse et singulière. Il me semblait qu'il devait exister, en tel coin de la terre, des cerveaux impartiaux, lucides, scrutateurs, aptes à m'étudier, à me comprendre, à faire jaillir de moi et à communiquer aux autres mon grand secret. Mais où ces hommes? Quel espoir de les jamais rencontrer! Et je retombais dans une vaste mélancolie, dans les désirs d'immobilité et d'anéantissement. Durant tout un automne, je désespérais de l'univers. Je languissais dans un état végétatif d'où je ne sortais que pour me laisser aller à de longs gémissements, suivis de douloureuses révoltes. Je maigris davantage au point d'en devenir fantastique. Les gens du village m'appelaient ironiquement Den Heiligen Geist, le Saint-Esprit. Ma silhouette était tremblante comme celle des jeunes peupliers, légère comme un reflet, et j'atteignais avec cela la stature des géants. Lentement, un projet se mit à naître. Puisque ma vie était sacrifiée, puisque nul de mes jours n'avait de charme et que tout m'était ténèbres et amertume, pourquoi croupir dans l'inaction? À supposer qu'aucune âme n'existât qui pût répondre à la mienne, du moins valait-il de faire l'effort pour s'en convaincre. Du moins valait-il de quitter ce morose pays, d'aller trouver dans les grandes villes les savants et philosophes. N'étais-je pas en moi-même un objet de curiosité? Avant d'appeler l'attention sur mes connaissances extra-humaines,
Ne pouvais-je exciter le désir de faire étudier ma personne? Les seuls aspects physiques de mon être n'étaient-ils pas dignes d'analyse? Plus j'y rêvais, plus il me semblait raisonnable d'espérer, et plus ma résolution croissait. Arriva le jour où elle fut inébranlable, où je m'en ouvris à mes parents. Ni l'un ni l'autre n'y comprit grand-chose, mais tous deux finirent par céder à des instances réitérées. J'obtins de pouvoir me rendre à Amsterdam, quitte à revenir si le sort m'était défavorable. Je partis un matin. Voilà, c'est tout pour cette fois, et j'espère que cette nouvelle partie vous a plu. Pour ne pas manquer les prochains audios ou vidéos, n'hésitez pas à vous abonner à la chaîne et à activer la cloche des notifications. À très vite pour la suite.